Ma femme pensait que j'étais trop occupé à tailler les haies pour remarquer sa liaison. Pendant qu'elle passait ses nuits avec son amant, j'ai documenté chaque contrat truqué, chaque mensonge. Quand la sécurité a essayé de m'expulser de son hall, j'ai remis les preuves à son patron. Certains hommes hurlent. Moi, j'ai déposé un signalement aux autorités financières. Je m'appelle Renaud Lambert. J'ai 53 ans. Et jusqu'à il y a 18 mois, je pensais avoir tout compris à la vie. 3 décennies dans la vente d'équipements médicaux m'avaient appris à lire les gens, à repérer quand un administrateur d'hôpital gagnait du temps ou quand un responsable des achats avait déjà pris sa décision. Je pouvais cerner une pièce en quelques secondes. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'ai manqué les signes dans ma propre maison. J'ai pris une retraite anticipée à 51 ans, j'avais bien gagné ma vie, j'avais bien investi et je me disais que Camille et moi pourrions enfin profiter de la vie ensemble. Notre fille Chloé avait 16 ans et se préparait pour ses dossiers d'inscription à l'université. Tout semblait se mettre en place. Camille venait d'être promue vice-présidente senior des partenariats stratégiques chez Inomed Santé, l'une des plus grandes entreprises de dispositifs médicaux du pays. Elle voyageait davantage, faisait de plus longues journées, mais je comprenais. La vie de cadre dirigeant exige des sacrifices. Cet après-midi de septembre, je taillais les buis le long de notre allée principale. Le taillé électrique bourdonnait régulièrement pendant que je donnais haut et des lignes nettes et uniformes. L'ordre m'apaise. Cela a toujours été le cas. C'est peut-être pour cela que le chaos de ce que j'allais découvrir m'a frappé si fort. Camille était sur la terrasse arrière. Le téléphone collé à l'oreille, sa voix portait à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. J'aurais dû faire du bruit, annoncer ma présence. Au lieu de cela, je suis resté immobile, le taillet silencieux entre mes mains. Laurent sait que je suis censé être à la visite du site de Lyon, disait-elle en riant de ce rire particulier qu'elle me réservait autrefois. Renaud pense que je visite des installations toute la semaine. Honnêtement, je passe plus de temps dans l'appartement de Laurent que dans ma propre maison ces jours-ci. Ce nom atterrit comme un coup de poing au sternum. Laurent Fontaine, propriétaire de Fontaine Diagnostic, l'entreprise qu'Inomed Santé était en train de racheter lors d'une fusion à 55,2 millions d'euros. L'accord sur lequel Camille conseillait depuis 8 mois. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, j'ai juste écouté ma femme depuis 23 ans décrire sa double vie avec l'amusement désinvolte de quelqu'un qui discute de ses repas de la semaine. Le meilleur dans tout ça, continuait-elle, c'est que Renaud est tellement déconnecté depuis sa retraite. Il remarque à peine quand je ne suis pas là. Hier, je lui ai dit que j'avais une réunion d'intégration. Et il a juste souri en me demandant si je voulais qu'il prépare le dîner. C'est presque trop facile. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela s'est cristallisé, est devenu tranchant, clair et déterminé. J'ai fini de tailler les haies cet après-midi-là. Chaque branche parfaitement alignée, chaque angle précis. Camille est sortie 1 heure plus tard, m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle devait faire ses valises pour Lyon. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle m'a dit que j'étais adorable, mais qu'elle gérait. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert son ordinateur portable. Elle m'avait donné le mot de passe il y a des années lors d'une urgence oubliée et ne l'avait jamais changé. Son calendrier se synchronisait automatiquement. J'ai commencé à faire des captures d'écran. 3 jours plus tard, elle est partie pour Lyon. J'ai suivi le relevé de carte de crédit. Les prélèvements provenaient d'un hôtel de charme dans le centre-ville de Nantes. 2 chambres réservées sur son compte d'entreprise. 2 chambres, au même étage, la même nuit. La 2e chambre était au nom de Laurent Fontaine. Je ne l'ai pas confronté. Ça aurait été l'ancien Renaud, celui qui croyait aux conversations honnêtes et au respect mutuel. Le nouveau Renaud avait compris quelque chose de fondamental. Certaines personnes ne méritent pas une confrontation. Elles méritent d'être documentées. J'ai créé un dossier sur un disque dur chiffré et je l'ai nommé « Dossier de maintenance des équipements médicaux ». À l'intérieur, j'ai commencé à monter mon dossier. Pas pour le tribunal des affaires familiales, bien que cela viendrait par la suite. Non, je construisais quelque chose de plus grand. Parce qu'en fouillant plus profondément dans le calendrier de Camille et en le croisant avec le calendrier d'acquisition d'Inomed Santé, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une fraude au sein de l'entreprise qui ne demandait qu'à être exposée. Et j'étais aux premières loges pour tout le spectacle. Le truc quand on est marié à une cadre dirigeante, c'est qu'elle fait beaucoup trop confiance à la technologie.
Camille synchronisait tout sur le cloud, sauvegardant toute sa vie numérique sur des serveurs qu'elle pensait sécurisés et privés. Ce qu'elle avait oublié, c'est qu'il y a 3 ans, lors d'une panique avant une présentation cruciale au conseil d'administration, elle m'avait donné un accès administrateur à ses comptes. Elle ne me l'avait jamais retiré. J'ai passé la semaine suivante à constituer mes archives. Chaque matin après son départ pour le bureau, j'ouvrais son ordinateur portable et j'exportais une nouvelle pièce du puzzle. Des entrées de calendrier étiquetées, et évaluation de sites, qui coïncidaient avec des réservations d'hôtels à 300 km de toute installation d'Inomed Santé. Des notes de frais pour des dîners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Indiquant toujours 2 plats principaux, 2 boissons, des factures émises à 21 ou 22 heures. Le schéma était tellement évident que c'en était insultant. Elle n'essayait même pas de le cacher. Elle supposait simplement que j'étais trop déconnecté pour le remarquer. Ensuite, j'ai trouvé le contrat d'acquisition. Elle l'avait laissé ouvert sur son bureau, le relisant probablement avant de se coucher. Le document était dense, 70 pages de terminologie juridique et de clauses d'intégration. J'ai parcouru le jargon d'entreprise jusqu'à atteindre la section 4.2, sur la rétention du personnel clé. Laurent Fontaine, actuel PDG et principal actionnaire de Fontaine Diagnostic, sera retenu en tant que consultant senior en intégration pour une période de 36 mois après la clôture de l'acquisition. Le plan de rémunération inclura un salaire de base de 312 800 € par an. Ainsi que des primes de performance et des stock options. Mes mains se sont crispées sur l'ordinateur portable. 312 800 € par an pour un consultant dont l'entreprise était en train d'être absorbée. Ce n'était pas standard. C'était un parachute doré dissimulé sous un langage d'entreprise. J'ai fait défiler jusqu'au pied de page. Le document avait été rédigé par C. Lambert. Note interne ci-jointe. J'ai ouvert la pièce jointe. Recommandons la rétention de L. Fontaine. Compte tenu de sa connaissance spécialisée du marché des équipements de diagnostic et de ses relations existantes avec les fournisseurs, son expertise s'avéra inestimable pendant la phase d'intégration et au-delà. Camille l'avait écrite elle-même. Elle avait rédigé la clause qui offrait à son amant un filet de sécurité à 6 chiffres, puis l'avait validée sans divulguer leur relation à qui que ce soit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage brisé. C'était un conflit d'intérêts si flagrant qu'il frôlait la fraude d'entreprise. Si le conseil d'administration d'Inomed Santé découvrait que leur vice-présidente senior des partenariats stratégiques était personnellement impliquée avec une cible d'acquisition et ne l'avait pas déclarée, il ne se contenterait pas de la renvoyer, il la détruirait. J'ai imprimé 3 copies du contrat. L'une est allée dans mon coffre-fort à la banque. L'autre est restée dans mon classeur verrouillé. La 3e a été scannée et téléchargée sur un disque cloud chiffré sous un faux compte. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai appelé Marc Thibault. Marc et moi nous connaissions depuis l'université. Colocataires en première année avant que la vie ne nous emmène dans des directions différentes. Il s'était orienté vers l'audit d'entreprise, grimpant les échelons jusqu'à devenir responsable principal de la conformité dans un grand conglomérat de santé. Nous avions gardé le contact au fil des ans. Quelques parties de golf occasionnelles et des cartes de vœux. Rien de profond. Mais Marc savait comment fonctionnait le monde de l'entreprise. Plus important encore, il savait comment on y punissait ceux qui enfreignaient les règles. Renaud, dit Marc quand il a décroché, la voix chaleureuse et surprise. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas perdu de temps en mondanité. J'ai besoin de conseils. Hypothétiquement, si une cadre dans une entreprise de dispositifs médicaux était personnellement impliquée avec quelqu'un dont elle rachetait l'entreprise, et qu'elle n'avait pas déclaré cette relation, de quel genre de problème parle-t-on? Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Renaud, finit par dire Marc, le ton complètement changé. Ce n'est pas hypothétique, n'est-ce pas? Non, ai-je admis, ça ne l'est pas. Alors il faut qu'on se voie vite, parce que ce que tu décris n'est pas juste un problème pour les ressources humaines. C'est un cauchemar juridique qui ne demande qu'à exploser. Marc a choisi le restaurant. Boiserie sombre, plafond bas, suffisamment de bruit ambiant provenant des autres tables pour masquer les conversations sensibles. Le genre d'endroit où les cadres discutaient d'accords qu'ils ne voulaient pas voir enregistrés. Il était déjà installé quand je suis arrivé, sirotant un bourbon, sa veste de costume drapée sur la chaise à côté de lui. Marc avait bien vieilli. De l'argent aux tempes,
mais toujours le regard vif et athlétique. Il s'est levé, m'a serré la main et m'a fait signe de m'asseoir. Tu avais l'air stressé au téléphone, a dit Marc, sautant les banalités. Que se passe-t-il? J'ai tout exposé méthodiquement, la conversation entendue, les reçus d'hôtel, les chevauchements de calendrier. Puis j'ai fait glisser un dossier à travers la table contenant des copies du contrat d'acquisition et de la note interne de Camille. Marc a ouvert le dossier, son expression neutre alors qu'il parcourait les documents. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper quand il a atteint la section 4.2. Elle a écrit la clause de rétention elle-même, a demandé Marc en levant les yeux vers moi, et n'a jamais divulgué la relation? J'ai confirmé. J'ai vérifié le portail d'éthique d'Inomed Santé. Aucun formulaire de conflit d'intérêts n'a été déposé pour l'acquisition de Fontaine. Marc a posé son verre avec précaution. Renaud, est-ce que tu comprends ce que tu me montres là? Une fraude d'entreprise, ai-je répondu sèchement. Potentiellement pire, a corrigé Marc. Si elle a influencé le plan de rémunération, attribué une valeur à sa rétention, ou manipulé les termes de l'acquisition tout en étant personnellement impliqué avec Fontaine. Ce n'est pas seulement une violation de l'éthique. C'est un manquement à l'obligation fiduciaire. Selon la profondeur de l'affaire, tu pourrais être sur le territoire de l'AMF. Les mots sont restés suspendus entre nous comme un verdict. L'autorité des marchés financiers, la surveillance de l'État, le genre d'enquête qui ne se termine pas par une lettre de démission et une indemnité de départ. Il y a plus, ai-je dit. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Marc a haussé un sourcil. Explique. Il y a environ 6 ans, elle a négocié un contrat de fournisseur qui est revenu à son ex-petit ami de l'université. Il s'est présenté à 2 séminaires d'entreprise en tant que consultant. Puis a disparu avec une indemnité de rupture. Personne n'a posé de questions car c'était un contrat plus modeste, peut-être 184 000 € au total. Marc s'est adossé à sa chaise, assimilant l'information. Il y a donc un schéma répétitif. Exactement. Il est resté silencieux un long moment, faisant tourner le bourbon dans son verre. Que attends-tu de moi, Renaud? Des conseils juridiques? Une recommandation pour un avocat spécialisé en divorce? Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. Je veux savoir comment présenter cela pour que ça attire le bon type d'attention. Si je vais voir un avocat pour le divorce. Camille présentera ça comme un mari jaloux qui lance des accusations. Mais si quelqu'un signale ça comme une potentielle violation de conformité. Si les bonnes personnes commencent à poser les bonnes questions. Marc a hoché la tête lentement. Alors ça devient une enquête interne, pas une querelle conjugale. Est-ce que ça peut être fait de manière anonyme? Ça dépend de la solidité de tes preuves, a dit Marc. Il a tapoté le dossier. Ça c'est bien, mais ce sont des preuves indirectes. Il te faut quelque chose qui relie directement sa relation personnelle aux décisions commerciales. Des emails, des messages, n'importe quoi qui montre l'intention. J'ai accès à sa sauvegarde sur le cloud, ai-je admis. Il y a des messages entre elle et Laurent. Rien d'explicite, mais assez pour montrer une certaine intimité. Marc m'a scruté de l'autre côté de la table. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça. J'ai eu le temps, ai-je dit. Pendant qu'elle était dans l'appartement de Laurent, prétendant être à Lyon. Il a pris une longue gorgée de bourbon. Voici ce que je peux te dire. Si tu veux que ce soit géré correctement, tu dois contacter directement le service de conformité d'Inomed Santé. Ligne de signalement anonyme. Fournis les documents. Soulève des questions sur les procédures de divulgation pendant l'acquisition de Fontaine. Laisse-les creuser. Vont-ils vraiment enquêter ou vont-ils la protéger? Inomed Santé est coté en bourse, a déclaré Marc. Ils ont des actionnaires, des membres du conseil d'administration, des obligations fiduciaires. S'il y a le moindre soupçon d'inconduite d'un dirigeant lié à une acquisition, ils enquêteront. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire. J'ai hoché la tête, enregistrant chaque mot. Une dernière question. À quel point cela peut-il vraiment être anonyme? Marc a souri d'un air sombre. Si tu fais attention à ton imprimante et à ton expédition, très anonyme. Assure-toi simplement que tout ce que tu envoies est factuel, documenté et ne ressemble pas à une vengeance. Fais en sorte que cela ressemble à une partie concernée posant des questions légitimes. Et non à un mari bafoué lançant des accusations. Je peux le faire, ai-je dit.
Je n'en doute pas, Marc a levé son verre. Un conseil, cependant. Une fois que tu auras lancé ça, tu ne pourras plus l'arrêter. Ce n'est pas une procédure de divorce. Tu ne pourras pas régler ça à l'amiable. C'est une enquête d'entreprise qui prendra sa propre ampleur. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai répondu à son toast. Tant mieux, ai-je dit. C'est exactement ce sur quoi je compte. La ligne d'assistance pour la conformité a été plus facile à trouver que je ne l'imaginais. Le site web d'Inomed Santé comportait une section entière dédiée à l'éthique d'entreprise, avec un système de signalement anonyme et une promesse d'enquête confidentielle. J'ai lu les directives 3 fois, mémorisant le langage qu'il voulait, le format qu'il préférait. Il voulait des faits, pas des émotions, des documents, pas des accusations. Parfait. J'ai passé 2 jours à assembler le dossier. Pas à la maison où Camille aurait pu entrer à l'improviste, mais dans un centre d'affaires à 30 km de là, en utilisant l'un de leurs ordinateurs en location et en payant en espèces. Aucune empreinte numérique, aucune adresse IP traçable. La lettre de motivation était brève et professionnelle. Acquis de droit, je vous écris pour soulever des questions concernant de potentielles violations des règles de divulgation liées à la récente acquisition de Fontaine Diagnostic. Plus précisément, j'ai des raisons de croire que la cadre supervisant cette intégration pourrait avoir omis de déposer les documents requis concernant les conflits d'intérêts, bien qu'elle entretienne une relation personnelle avec la cible de l'acquisition. Vous trouverez ci-joint des relevés d'agenda, des notes de frais et des documents contractuels qui pourraient justifier un examen interne. Je fais confiance à l'engagement d'Inomed Santé envers des pratiques commerciales éthiques et la protection de ses actionnaires. Aucune signature, aucune adresse de retour, juste des faits et des questions implicites. Les pièces jointes étaient accablantes de simplicité. Des exportations d'agenda montrant les visites de sites de Camille qui coïncidaient avec des réservations d'hôtels dans des villes très éloignées des installations d'Inomed Santé. Des relevés de cartes de crédit soulignant des dîners pour 2 dans des restaurants chers. Des dépenses qui s'alignaient parfaitement avec le calendrier de voyage de Laurent. Et plus important encore, la clause de rétention du contrat d'acquisition avec sa paternité clairement documentée dans les métadonnées. J'ai tout imprimé sur du papier standard du centre d'affaires, j'ai scellé le tout dans une enveloppe Kraft ordinaire et je l'ai posté depuis un bureau de poste d'un autre département. L'adresse était celle de la division juridique et conformité d'Inomed Santé, avec la mention « Examen éthique confidentiel ». Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Camille était dans la cuisine quand je suis entré, préparant des légumes pour le dîner. Elle m'a souri, ce même sourire confiant qu'elle utilisait depuis des mois, celui qui disait qu'elle avait tout sous contrôle. « Salut chérie », a-t-elle dit. « Comment s'est passée ta journée ?»« Productive », ai-je répondu honnêtement. « J'ai fait quelques courses. »« Et toi ?»« Épuisante », a-t-elle soupiré. Ces réunions d'intégration n'en finissent pas. Laurent se montre difficile concernant le calendrier de transition. Je me suis versé un verre d'eau, gardant ma voix neutre. Difficile comment? Oh, il repousse juste les structures de reporting. Rien de grave. Il veut plus d'autonomie que ce que nous accordons habituellement aux consultants. Elle a secoué la tête. Mentalité typique de PDG. Il déteste céder le contrôle. L'ironie était si forte que j'ai failli rire. La voilà qui se plaignait des exigences de Laurent tout en couchant avec lui et en gonflant son plan de rémunération avec l'argent de l'entreprise. Je suis sûr que tu vas arranger ça, ai-je dit. Tu y arrives toujours. Elle a rayonné à cette remarque, l'interprétant comme une confiance en ses capacités plutôt que comme la certitude de sa chute imminente. Cette nuit-là, je suis resté allongé au lit à côté d'elle, écoutant sa respiration régulière dans son sommeil. Mon téléphone a vibré doucement sur la table de nuit. Un SMS de Marc. L'as-tu envoyé? Cet après-midi, ai-je répondu. Alors accroche-toi. Ces choses-là vont plus vite qu'on ne le pense une fois que le service juridique s'en mêle. J'ai reposé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Quelque part, au siège social d'Inomed Santé, mon enveloppe se trouvait dans une pile de courriers, attendant d'être ouverte, attendant de déclencher une réaction en chaîne qui démantèlerait tout ce que Camille avait construit sur les mensonges et l'arrogance. Elle a bougé à côté de moi, murmurant quelque chose dans son sommeil. Je me demandais si elle rêvait de Laurent, de leur avenir ensemble, de la promotion qu'elle croyait imminente. Je ne me sentais pas coupable. Je n'étais pas tiraillé.
Je me sentais comme un homme qui avait enfin arrêté de jouer en défense pour commencer à jouer au seul jeu qui comptait, celui de la stratégie à long terme. Chloé a trouvé les messages un mardi après-midi. J'étais dans le garage en train de ranger des outils quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte, le visage pâle, son téléphone serré dans sa main comme une preuve sur une scène de crime. « Papa » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Il faut qu'on parle. » J'ai posé la clé anglaise que je tenais. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a levé son téléphone. Le compte iCloud de maman est toujours lié à l'iPad familial. Je cherchais une recette qu'elle avait sauvegardée et j'ai trouvé ça. Mon estomac s'est noué. J'avais été tellement concentré sur la préparation de mon dossier que je n'avais pas envisagé que Chloé puisse tomber sur la vérité par elle-même. Elle m'a tendu l'iPad et j'ai vu ce qu'elle avait trouvé. Des SMS entre Camille et Laurent, des mois d'échanges synchronisés automatiquement sur le compte familial. Les messages n'étaient pas explicites, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. L'intimité était suffisamment accablante. « Tu me manques déjà, j'ai hâte d'être à Nantes la semaine prochaine, et, dis à Renaud ce que tu as besoin de lui dire. » « Depuis combien de temps es-tu au courant ?» a demandé Chloé. Et j'ai entendu l'accusation derrière la question. Pas de la colère envers sa mère. De la colère envers moi pour le lui avoir caché. Environ 6 semaines, ai-je admis. 6 semaines. Sa voix a monté. Tu le sais depuis 6 semaines et tu ne m'as rien dit. J'essayais de te protéger, ai-je dit doucement. Et je rassemblais des preuves. Des preuves. Elle m'a dévisagé. Papa, ce n'est pas une affaire criminelle. C'est maman qui te trompe. C'est les deux, ai-je dit. Je lui ai fait signe de s'asseoir sur l'établi. Chloé, l'homme avec qui ta mère est impliquée, son entreprise est en train d'être rachetée par Inomed Santé. Ta mère a rédigé son plan de rémunération. Elle lui octroie des centaines de milliers d'euros et elle n'a jamais divulgué leur relation à qui que ce soit. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. C'est illégal. C'est incontestablement contraire à l'éthique. Possiblement illégal selon l'ampleur de la situation. Elle est restée silencieuse un long moment, assimilant l'information. Quand elle a relevé les yeux, ils étaient rouges mais secs. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai envoyé des documents au service de conformité d'Inomed Santé. Ils vont enquêter et quand ils le feront, ta mère devra faire face aux conséquences. Elle perdra son travail, a dit Chloé. Probablement. Et tu es d'accord avec ça? J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Ta mère a fait des choix. Elle a choisi de trahir notre famille, et elle a choisi d'utiliser sa position pour enrichir l'homme avec qui elle couche. Je n'ai pas créé cette situation, Chloé. Je m'assure juste que la vérité éclate. Chloé a hoché la tête lentement. C'est elle que tu sais? Pas encore. Quand vas-tu lui dire? Je ne le ferai pas, ai-je répondu. L'enquête le lui dira pour moi. Ma fille m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ni déception, ni approbation, quelque chose comme de la reconnaissance, comme si elle me voyait clairement pour la première fois. Je ne veux pas la voir pour le moment, a fini par dire Chloé. Quand elle rentrera, j'irai chez Emma. C'est légitime, ai-je dit. Elle s'est levée, puis s'est arrêtée sur le pas de la porte. Papa, je suis désolé que ça te soit arrivé. Je suis désolé que ça nous soit arrivé, ai-je corrigé. Mais on va s'en sortir. Je te le promets. Après le départ de Chloé, je suis resté seul dans le garage à réfléchir aux conséquences inattendues de cette guerre d'entreprise. J'avais été tellement concentré sur le démantèlement de la vie professionnelle de Camille que je n'avais pas pleinement mesuré l'impact que cela aurait sur notre fille. Mais Chloé avait 16 ans, presque 17, elle était assez grande pour comprendre la trahison. Assez grande pour voir les actes de sa mère pour ce qu'ils étaient. C'était peut-être mieux ainsi. Mieux valait qu'elle apprenne maintenant que la confiance devait se mériter, et non être tenue pour acquise. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marc. Attention. Un contact chez Inomed Santé m'a dit, ton dossier est arrivé. Le service juridique l'examine en ce moment. J'ai répondu, combien de temps avant qu'ils n'agissent? Des jours, pas des semaines. Ils prennent ça au sérieux. J'ai regardé l'iPad toujours posé sur mon établi, et les messages qui avaient brisé les illusions de ma fille au sujet de sa mère. Puis je l'ai éteint et je l'ai enfermé dans mon classeur.
Le dénouement approchait plus vite que je ne l'avais anticipé. Et quand il arriverait, Camille ne perdrait pas seulement son travail. Elle perdrait tout ce pourquoi elle avait sacrifié notre famille. Alice Morel n'était pas censée faire partie de cette histoire. 22 ans, tout juste sortie de l'université, travaillant comme assistante de direction pour Laurent Fontaine dans ce qu'il restait de Fontaine Diagnostic. Elle aurait dû être invisible. Une autre jeune professionnelle apprenant les ficelles de la vie en entreprise. Mais Alice avait une conscience, et cela la rendait dangereuse. Elle s'est présentée à ma porte un samedi matin, au volant d'une vieille Renault Clio cabossée, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt universitaire. J'ai ouvert la porte pour la trouver debout sur mon Porsche, nerveuse mais déterminée. « Monsieur Lambert » a-t-elle demandé. « Je suis Alice Morel. Je travaille pour Laurent Fontaine. Pouvons-nous parler ?» J'aurais dû fermer la porte. J'aurais dû refuser tout contact avec quiconque lié à la situation. Au lieu de cela, je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. J'ai proposé un café, elle a refusé. Puis elle a sorti un dossier de son sac et l'a posé sur la table entre nous. « Je ne sais pas si vous savez qui je suis », a commencé Alice. « Mais je suis l'assistante de Monsieur Fontaine depuis 8 mois. Je gère son agenda, ses emails, ses déplacements. »« Pourquoi êtes-vous ici ?» ai-je demandé prudemment. « Parce que je ne peux plus faire partie de ça », a-t-elle dit. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient légèrement. J'ai grandi dans une famille très croyante. Mes parents m'ont appris que l'honnêteté est primordiale, que l'intégrité compte. Et ce qui se passe entre Monsieur Fontaine et votre femme? C'est mal. Pas seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan professionnel. Je n'ai rien confirmé ni nié. J'ai juste attendu. Alice a ouvert le dossier. Ce sont des copies de notes internes entre Monsieur Fontaine et Madame Lambert. Ils y discutent de la manière de structurer son plan de rétention pour éviter tout examen approfondi. Il y a aussi des emails sur les formulaires de divulgation. Plus précisément sur la façon de laisser certains champs vides sans déclencher d'audits automatiques. Mon pouce est accéléré. Ils ont discuté des formulaires de divulgation? À plusieurs reprises, a confirmé Alice. Madame Lambert lui a envoyé un brouillon du formulaire de conflit d'intérêts et lui a dit de ne pas s'en inquiéter, qu'elle s'occuperait du dépôt de son côté, mais elle ne l'a jamais fait. Je le sais parce que j'ai accès au portail des fournisseurs d'Inomed Santé et il n'y a aucune trace de ça. Cela dépassait tout ce que j'avais pu espérer. Des preuves directes d'omission intentionnelle, de complot pour cacher la relation. Ce n'était pas un simple manquement à la divulgation. C'était une tromperie active. Pourquoi me donnez-vous ça, ai-je demandé. Parce que c'est ce qu'il faut faire, a dit Alice simplement. Et parce que je démissionne. Je lui ai remis ma lettre de démission hier. J'ai dit à Monsieur Fontaine que je retournais vivre chez moi pour des raisons familiales, mais la vérité c'est que je ne peux pas travailler pour quelqu'un qui agit de cette manière. Ça pourrait détruire votre carrière, lui ai-je fait remarquer. Si quelqu'un découvre que vous avez fait fuiter des documents internes. Je sais, a-t-elle dit. Mais j'ai 22 ans. Je trouverai un autre travail. Ce que je ne ferai pas, c'est passer les 40 prochaines années à me demander si j'aurais pu arrêter quelque chose de mal et que j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai observé cette jeune femme, à peine plus âgée que ma fille, risquer son avenir professionnel parce que sa conscience ne lui permettait pas de garder le silence. Je dois vous demander quelque chose, ai-je dit. Êtes-vous prête à témoigner si cela débouche sur une enquête? Alice a hésité, puis a hoché la tête. Si on en arrive là, oui, mais je préférerais rester anonyme le plus longtemps possible. Je ferai tout mon possible pour protéger votre identité, ai-je promis. Mais si l'équipe juridique d'Inomed Santé vous convoque, je ne pourrai rien y faire. Je comprends. J'ai pris le dossier, j'ai feuilleté les documents, des emails discutant des chiffres de rémunération, des notes expliquant comment justifier la rétention de Laurent, des échanges de SMS sur les heures de rendez-vous et les réservations d'hôtels. Chaque page était un clou de plus dans le cercueil professionnel de Camille. C'est incroyablement courageux, ai-je dit à Alice. Elle a secoué la tête. C'est juste digne. Il y a une différence. Après son départ, je suis resté longtemps avec le dossier. J'avais prévu de laisser l'enquête d'Inomed Santé se dérouler naturellement, de rester en arrière-plan et de regarder le système fonctionner. Mais les documents d'Alice changeaient tout. Ce n'étaient plus des preuves circonstancielles.
C'était la preuve d'un complot. Je l'ai appelé Marc. Je viens de recevoir un cadeau, ai-je dit quand il a répondu. D'une source improbable. Un cadeau de quelle taille? Assez gros pour transformer une enquête de conformité en une affaire pénale. Marc est resté silencieux un instant. Renaud, fais très attention à la façon dont tu utilises ça. Si tu le remets directement à Inomed Santé, tu perds ton anonymat. Mais si tu le gardes et qu'on découvre plus tard que tu avais des preuves que tu n'as pas partagées, c'est problématique aussi. Que suggères-tu? Envoie-le au cabinet d'audit externe d'Inomed Santé, a dit Marc. Ils sont tenus d'enquêter sur toute allégation crédible d'inconduite de la part d'un dirigeant. Fais-le passer par eux. Ne t'implique pas directement. Ça me va. J'ai ajouté, merci, Marc. Renaud. Son ton a changé. Tu fais ce qu'il faut. J'espère que tu le sais. J'ai regardé le dossier posé sur ma table basse. J'ai pensé à Alice Morel, risquant tout par principe. J'ai pensé à Chloé, découvrant la trahison de sa mère sur un iPad familial. Je sais, ai-je dit. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. L'appel de Marc est arrivé un mercredi matin. J'étais dans le jardin en train d'ébourgeonner les roses quand mon téléphone a vibré. Ça bouge, a dit Marc sans préambule. La direction juridique d'Inomed Santé a ouvert une enquête officielle hier. Ils ont assigné 2 responsables de conformité externe et ont signalé l'acquisition de Fontaine pour un audit complet. Je me suis redressé, retirant mes gants de jardinage. Comment le sais-tu? Mon contact dans leur service juridique. Elle dit que c'est traité comme une priorité absolue. Ils ont récupéré les journaux d'accès aux emails de Camille, l'historique de son agenda, tout. Ils établissent une chronologie. Quand vont-ils la contacter? Bientôt. Probablement dans la semaine. Ils rassemblent d'abord les preuves. Ils montent le dossier avant de l'interroger. C'est la procédure habituelle pour les allégations d'inconduite de la part d'un dirigeant. Ce soir-là, Camille est rentrée pleine d'énergie, presque euphorique. Elle a déposé sa mallette dans l'entrée et s'est dirigée droit vers la cave à vin. Bonne nouvelle, a-t-elle annoncé en se servant un généreux verre de chardonnay. Le conseil d'administration a approuvé le rôle de consultant prolongé de Laurent. 3 ans garantis avec option de renouvellement. Il fait officiellement partie de la famille Inomed Santé maintenant. L'ironie était stupéfiante. Elle célébrait le fait d'avoir assuré le poste de son amant alors que l'entreprise montait activement un dossier contre elle pour avoir fait exactement cela. C'est super, ai-je dit d'un ton neutre. Je suis sûr qu'il est ravi. Enchanté, a-t-elle dit en prenant une longue gorgée. Nous avons travaillé si dur sur cette acquisition. Ça fait plaisir de voir que ça paie. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais passé 23 ans, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste un détachement clinique. Comme si j'observais un spécimen sous verre. Camille, ai-je dit prudemment. As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si l'acquisition ne fonctionnait pas? S'il y avait des complications? Elle a fait un geste de la main avec dédain. Il n'y en aura pas. Laurent connaît l'industrie sur le bout des doigts. C'est la personne idéale. Je suis sûr qu'il l'est, ai-je dit. Mais hypothétiquement, s'il y avait des problèmes, qui serait responsable? Elle m'a regardé avec curiosité. Pourquoi demandes-tu ça? Je me demandais juste comment fonctionne la responsabilité d'entreprise à ton niveau. Eh bien, techniquement, c'est moi qui l'ai recommandé. Donc, je serai responsable de ses performances, mais ce ne sera pas un problème. Je sais ce que je fais, Renaud. Je suis dans cette industrie depuis 25 ans. Bien sûr, ai-je dit. J'ai une confiance totale en ton jugement. Elle a souri, ratant complètement l'ironie dans mon ton. Je suis heureuse que ce soit le cas pour quelqu'un. Le conseil n'a pas arrêté de poser des questions ridicules sur les déclarations de conflits d'intérêts et les relations avec les fournisseurs, comme si j'allais mettre ma carrière en péril pour des liens personnels. J'ai failli rire. La dissonance cognitive était époustouflante. 2 jours plus tard, Marc a rappelé. Ils interrogent des gens demain. À commencer par Alice Morel, l'assistante de Laurent. Ancienne assistante, a corrigé Marc. Elle a démissionné il y a 2 semaines. Tu te souviens? Apparemment, elle a contacté le service juridique de sa propre initiative. Elle a dit qu'elle avait des informations pertinentes pour l'enquête.
mon rythme cardiaque s'est accéléré. Alice allait faire une déclaration officielle. La jeune femme courageuse qui avait risqué sa carrière pour faire ce qui était juste était sur le point de devenir le témoin vedette d'Inomed Santé. Que se passe-t-il après les entretiens, ai-je demandé. Si les preuves confirment les allégations, ils confronteront Camille directement. Réunion formelle avec les RH. Ils suspendront probablement ses accès en attendant les résultats de l'enquête. Dans combien de temps? Des jours? Peut-être une semaine s'ils sont minutieux. J'ai remercié Marc et j'ai raccroché. Puis je suis monté dans la chambre de Chloé. Elle révisait pour son examen de mathématiques, ses écouteurs sur les oreilles. J'ai toqué contre le cadre de la porte jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. C'est en train de se passer, ai-je dit. L'enquête est active. Ta mère sera probablement confrontée d'ici la semaine prochaine. Chloé a retiré ses écouteurs. Que dois-je faire? Rien de différent. Va au lycée. Fais tes devoirs. Agis normalement. Quand ça va frapper, ça frappera fort et vite, mais nous traverserons ça ensemble. Elle a hoché la tête. Papa, merci de ne pas l'avoir laissé s'en tirer comme ça. Elle s'est fait ça toute seule, ma chérie. Je m'assure juste que la vérité éclate. Cette nuit-là, je suis resté allongé à côté de Camille, l'écoutant parler de sa prochaine présentation devant le comité exécutif. Elle n'avait aucune idée que dans moins d'une semaine, elle n'aurait plus accès au bâtiment où ce comité se réunissait. Elle pensait être en pleine ascension, consolidant son héritage. Elle n'avait aucune idée qu'elle se tenait sur une trappe qui était sur le point de s'ouvrir sous ses pieds. L'appel est arrivé à 7h30 un jeudi matin. Le téléphone de Camille a vibré avec un message de son assistante de direction lui demandant de se rendre immédiatement au siège pour une réunion urgente. Aucun détail, aucun contexte, juste la convocation. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait le message. De la confusion, puis une légère irritation. Il ne pouvait pas prévoir ça à une heure raisonnable, a-t-elle marmonné en attrapant son café. Je jure que parfois, j'ai l'impression que personne au siège ne comprend la notion de limite. Elle était habillée pour réussir, tailleur gris sur mesure, des talons qui claquaient avec autorité, des cheveux parfaitement coiffés, l'armure d'une dirigeante qui se croyait intouchable. Je lui ai donné 30 minutes, puis je suis monté dans ma voiture. J'avais planifié ce moment depuis des semaines, le chronométrant avec précision. J'avais besoin d'être là quand ça se produirait. J'avais besoin de voir le moment où son monde s'effondrerait. Le siège social d'Inomed Santé était un bâtiment moderne de verre et d'acier conçu pour projeter l'innovation et l'autorité. J'ai franchi l'entrée principale avec une enveloppe scellée adressée au Dr Charles Beaumont, directeur médical et membre du conseil d'administration. À l'intérieur se trouvaient les documents d'Alice Morel, les emails discutant de l'évitement de la divulgation, les comparaisons de rémunération, tout ce que je n'avais pas inclus dans le premier paquet anonyme. Le vigile à l'accueil était jeune, sortant tout juste de l'université. Son badge indiquait « Julien Perrin ». Il a levé les yeux à mon approche. Professionnel, mais incertain. « Puis-je vous aider, monsieur ?» a-t-il demandé. « Je dois remettre ceci au docteur Beaumont », ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. Ce sont des documents juridiques urgents. Julien a jeté un œil à l'enveloppe, puis a commencé à chercher sa radio. Je vais devoir appeler en haut pour vérifier. C'est alors que l'ascenseur derrière lui s'est ouvert avec un léger carillon. Camille en est sortie, marchant à grands pas, ses talons frappant le sol en marbre comme des coups de feu. Elle était seule, concentrée sur son téléphone, son expression montrant déjà des signes de stress. Elle a levé les yeux et m'a vu debout au comptoir de la réception. Pendant une fraction de seconde, un véritable choc a traversé son visage, immédiatement suivi par la fureur. « Sécurité, escortez cet homme dehors », a-t-elle lancé, sa voix tranchant le silence du hall. Elle s'est dirigée vers la réception. La parfaite incarnation de la cadre supérieure exigeant l'obéissance. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais il doit partir immédiatement. Julien nous a regardés à tour de rôle, visiblement confus. Sa main s'est dirigée vers sa radio. Puis il s'est figé, m'observant plus attentivement. Ses yeux se sont légèrement plissés, la reconnaissance naissant en lui. J'avais déjà rencontré Julien 6 mois auparavant, lors d'un événement caritatif d'Inomed Santé auquel Camille m'avait traîné. Nous avions discuté pendant 20 minutes de son intention de reprendre ses études pour obtenir un diplôme en droit pénal. Il se souvenait de moi et, plus important encore,
il se souvenait que j'étais son mari. La main de Julien a plané au-dessus de sa radio, mais il n'a pas appuyé sur le bouton d'appel. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une expression qui disait qu'il comprenait que quelque chose d'important était en train de se passer. « Madame » a dit Julien, sa voix soudain différente. Prudent, il a pris sa radio et a appuyé sur le bouton, mais au lieu d'appeler des renforts, ses yeux sont restés fixés sur les miens. Il a parlé doucement dans la radio, mais assez fort pour que Camille l'entende. « Madame, vous devez venir dans le hall. » C'est lui. Le visage de Camille a pâli. « De quoi parlez-vous? Qui appelez-vous » Avant que Julien ne puisse répondre, une porte derrière la réception s'est ouverte. Le docteur Charles Beaumont a émergé, flanqué de deux personnes que je ne reconnaissais pas. Des avocats d'entreprise, à en juger par leurs expressions. Beaumont avait la soixantaine, distingué, avec l'autorité calme de quelqu'un qui a passé des décennies à prendre des décisions difficiles. Julien a reculé du comptoir, son rôle terminé. Il avait passé l'appel. Maintenant, la direction allait gérer ça. Camille s'est tournée vers le docteur Beaumont, sa confiance visiblement ébranlée. « Charles, que se passe-t-il? Pourquoi ai-je été convoqué ici? Et pourquoi mon mari ?» Madame Lambert a interrompu le docteur Beaumont, la voix formelle et glaciale. « Nous devons parler dans la salle de conférence C. Immédiatement. J'ai une présentation devant le comité exécutif ce matin, a déclaré Camille. Mais sa voix avait perdu de son tranchant. « Est-ce que cela peut attendre jusqu'à... » « Non, » a répondu sèchement le docteur Beaumont. « Ça ne le peut pas, » je me suis avancé et je lui ai tendu l'enveloppe. « Docteur Beaumont, ceci contient des documents supplémentaires pertinents pour votre enquête en cours. Des éléments urgents provenant d'une source confidentielle. » Beaumont a pris l'enveloppe, son expression indéchiffrable. Il a jeté un coup d'œil au sceau, puis à moi. « Merci. Nous ajouterons ceci aux éléments du dossier. » Camille m'a fixé. Et à cet instant, j'ai vu son cerveau travailler, reliant des éléments qu'elle aurait dû relier des mois plus tôt. Le mari attentionné qui ne posait jamais de questions, l'homme discret qui taillait les haies et rangeait les garages, le conjoint qu'elle jugeait déconnecté et inoffensif. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il était là, dans les bureaux de son entreprise, remettant des preuves à son patron. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement soutenu son regard pendant que le docteur Beaumont faisait un geste vers le couloir. « Madame Lambert, vos accès ont été temporairement suspendus en attendant les résultats de l'enquête. Veuillez me remettre votre badge et me suivre. » Camille a complètement blêmi. « Suspendu ? Charles, c'est absurde. Sur quel motif ? Des motifs qui seront pleinement expliqués lors de notre réunion, a dit Beaumont. Votre badge, s'il vous plaît. J'ai regardé ma femme depuis 23 ans chercher maladroitement le cordon autour de son cou, retirant le badge qui représentait tout ce pourquoi elle avait sacrifié notre mariage. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle le lui remettait. Julien se tenait tranquillement à son bureau, regardant la scène se dérouler. Quand Camille lui a jeté un coup d'œil, espérant peut-être une sorte de soutien ou d'incompréhension, il a simplement détourné le regard. Il avait vu suffisamment de drames en entreprise pour savoir quand garder le silence. Pendant que Beaumont conduisait Camille vers la salle de conférence, elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois, pas avec colère, mais avec quelque chose de pire. De la trahison, de la confusion, de la peur, comme si elle n'arrivait pas à comprendre comment son inoffensif mari retraité était devenu l'architecte de sa destruction. Je me suis retourné et je suis sorti du bâtiment sans un regard en arrière. Derrière moi, j'ai entendu les portes de l'ascenseur se refermer, emmenant Camille vers une réunion qui mettrait fin à tout ce qu'elle avait construit sur des mensonges. Mon rôle était terminé. Le système se chargerait du reste. L'enquête a avancé encore plus vite que Marc ne l'avait prédit. Dans les 48 heures suivant la suspension de Camille, le conseil d'administration d'Inomed Santé a ordonné un audit jury-comptable complet de l'acquisition de Fontaine. Des enquêteurs externes ont épluché 3 années d'archives de mai, de notes de frais, de données d'agenda, tout. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que quiconque aurait pu imaginer. Marc m'a appelé un vendredi après-midi, la voix soigneusement contrôlée. « Renaud, ils ont trouvé les transactions boursières. » J'étais dans le garage, en train de ranger des outils que j'avais déjà rangés 2 fois. « Quelles transactions boursières ?
4 jours avant que l'acquisition ne soit publiquement annoncée, Camille et Laurent ont tous deux acheté des actions d'Inomed Santé, des montants identiques, des transactions presque simultanées. Camille a utilisé son compte de courtage personnel. Laurent en a utilisé un au nom de sa sœur. Mais l'adresse IP a permis de remonter jusqu'à son appartement. Délit d'initié. L'expression est restée suspendue dans l'air comme une condamnation à mort. Combien, ai-je demandé? 55 200 € chacun. Ils ont fait environ 16 560 € de profit quand l'action a grimpé après l'annonce. Je me suis assis sur mon établi pour assimiler l'information. C'est une affaire pénale. C'est du ressort de l'AMF. Confirmé, a dit Marc. Fraude en valeurs mobilières, délit d'initié, association de malfaiteurs. L'équipe juridique d'Inomed Santé est tenue de le signaler. Ils l'ont probablement déjà fait. 3 jours plus tard, Camille est rentrée à la maison pour faire ses affaires. J'étais dans la cuisine quand elle est entrée, l'air d'avoir pris 10 ans de plus qu'il y a 2 semaines. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, portant un jean et un sweatshirt que je ne reconnaissais pas, j'ai besoin de prendre des vêtements, a-t-elle dit sans croiser mon regard. Mon avocat dit que je devrais rester ailleurs pendant que l'enquête se poursuit. La chambre d'amis est disponible, ai-je dit d'un ton neutre. Je vais à l'hôtel. Elle s'est dirigée vers les escaliers, puis s'est arrêtée. Il m'inculpe, Renaud. L'AMF a saisi le parquet. Mon avocat dit que je risque la prison. Je sais, ai-je dit doucement. Elle s'est retournée et, pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Tu ne savais pas. Tu savais tout. L'enquête, les preuves, tout. J'ai découvert pour toi et Laurent il y a 3 mois. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était que de la documentation. De la documentation, a-t-elle répété amèrement. Tu as détruit ma carrière pour de la documentation. Non, ai-je corrigé. Tu as détruit ta carrière en commettant une fraude d'entreprise et des infractions financières. J'ai juste veillé à ce que les gens l'apprennent. Laurent est en faillite, a-t-elle dit. Ses avocats ont pris tout ce qu'il avait. L'entreprise a saisi son contrat de consultant, a récupéré ses stock options. Il fait face à des poursuites pénales, et il ne lui reste plus rien pour payer sa défense. Et tu me dis ça? Pourquoi? Parce qu'il était censé être mon avenir, a dit Camille, la voix brisée. Nous allions construire quelque chose ensemble et maintenant il ne répond même plus à mes appels. Au moment où les accusations sont tombées, il s'est volatilisé. Il a bloqué mon numéro, changé d'adresse. Son avocat m'a envoyé une mise en demeure de ne plus le contacter. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti, juste un vide là où se trouvaient 23 ans de mariage. Chloé veut témoigner, a dit Camille. Le savais-tu? Le procureur a demandé si des membres de la famille souhaitaient faire des déclarations sur l'impact des préjudices subis. Notre fille de 16 ans s'est portée volontaire pour dire à un tribunal comment j'ai détruit notre famille. Elle a tout à fait le droit d'exprimer sa vérité, ai-je dit. Le visage de Camille s'est durci. Tu l'as monté contre moi. Non, ai-je dit fermement. Tu l'as fait toi-même quand tu as choisi Laurent plutôt que ta famille. Quand tu as utilisé Chloé comme alibi pour tes rendez-vous à l'hôtel. Quand tu t'es construit une vie qui excluait tous ceux qui t'aimaient vraiment. Elle a attrapé sa valise dans le placard de l'entrée et s'est dirigée vers l'étage. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 sacs de vêtements et d'effets personnels. Sur le pas de la porte, elle s'est arrêtée. Est-ce qu'un peu de tout ça a été réel, Renaud? Notre mariage. Notre vie ensemble. Je croyais que ça l'était, ai-je dit. Mais j'étais apparemment le seul à le penser. Elle est partie sans ajouter un mot. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle chargeait ses sacs dans une voiture de location et s'éloignait. Quelque part dans la maison, j'ai entendu la porte de la chambre de Chloé s'ouvrir. Elle est partie, a crié ma fille depuis l'étage. Elle est partie, ai-je confirmé. Chloé est apparue en haut des escaliers. Bien. J'ai appelé les parents de maman, je leur ai tout dit. Grand-père a dit qu'il réécrivait leur testament, pour la déshériter complètement. Tout me revient maintenant. J'aurais dû décourager ce genre de vindicte. J'aurais dû encourager la réconciliation, le pardon, la guérison. Mais je ne l'ai pas fait, car Camille avait mérité chaque conséquence qui s'abattait sur elle.
Comment vas-tu, ai-je demandé à Chloé. Mieux qu'elle, a-t-elle répondu. Le bureau du procureur a appelé. Ils veulent que je témoigne à l'audience de détermination de la peine s'il y a une condamnation. J'ai dit, tu n'es pas obligé de le faire. J'en ai envie, a dit Chloé fermement. Quelqu'un doit dire au tribunal ce qu'elle a fait à notre famille. Et ce ne sera pas toi, papa. Tu en as fait assez. Elle avait raison. J'en avais fait assez. Le reste se déroulerait sans mon intervention. Le procès a duré 6 semaines. Les procureurs de la République ont présenté des preuves accablantes, des emails, des SMS, des dossiers financiers, le témoignage d'Alice Morel, de collègues, de cadres d'Inomed Santé qui faisaient confiance à Camille pour agir de manière éthique. Laurent Fontaine a plaidé coupable, témoignant contre Camille en échange d'une réduction de peine. Le regarder à la barre des témoins, expliquant méticuleusement comment ils avaient coordonné leurs achats d'actions, comment elle lui avait assuré que les formulaires de divulgation n'étaient que de simples formalités, était presque surréaliste. L'avocat de Camille a soutenu qu'elle avait commis des erreurs, mais n'avait pas eu l'intention de commettre une fraude. Le jury a délibéré pendant 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine a eu lieu par une froide matinée de mars. Chloé a tenu à y assister, vêtue de manière professionnelle, sa déclaration sur l'impact de la victime préparée et répétée. Je me suis assis à côté d'elle dans le public, regardant le juge examiner les éléments du dossier. Lorsque Chloé a été appelée à parler, elle s'est dirigée vers la barre avec une assurance inébranlable. Sa déclaration était concise et dévastatrice, décrivant comment sa mère l'avait utilisée comme alibi, avait détruit la confiance de leur famille, avait choisi l'ambition personnelle par-dessus tout. Camille a pleuré silencieusement au banc de la défense. C'était la première fois que je la voyais pleurer depuis que tout cela avait commencé. Le juge l'a condamnée à 33 mois de prison, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Le procès au civil d'Inomed Santé contre elle était toujours en cours, cherchant à récupérer la rémunération qu'elle avait accordée à Laurent, plus les dommages et intérêts. Elle avait perdu ses accréditations professionnelles, sa carrière, sa réputation, et elle avait perdu sa famille. Je suis sorti du tribunal sous un soleil printanier éclatant. Chloé a passé son bras sous le mien. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé. « Ça va », ai-je dit. Sincèrement. « Et toi ?» Je me sens libre, a-t-elle répondu. Comme si on pouvait enfin avancer sans son ombre qui plane sur tout. 8 mois après cette matinée au tribunal, j'ai reçu une notification indiquant que l'AMF m'avait accordé une prime de lanceur d'alerte, 12% des pénalités récupérées à la suite des infractions financières de Camille et Laurent. Le chèque était de 260 360 €. J'en ai placé la moitié sur un compte épargne pour les études universitaires de Chloé. J'ai fait don de l'autre moitié à une fondation soutenant l'éducation à l'éthique d'entreprise et la protection des lanceurs d'alerte. Chloé a été acceptée dans l'université de son premier choix avec une bourse d'excellence complète. Elle étudiait l'éthique des affaires, contre toute attente, déterminée à construire une carrière sur les principes que sa mère avait abandonnés. J'avais recommencé à faire des rencontres avec Prudence, quelqu'un que j'avais connu grâce à un club de jardinage. Rien de sérieux pour le moment, mais assez pour me rappeler ce que faisait ressentir une véritable connexion. Et chaque matin avant le café, je sortais pour arroser les haies. C'est même et où j'avais surpris la conversation qui avait tout déclenché. Elles étaient parfaitement taillées maintenant, ordonnées et contrôlées. Certaines personnes pourraient appeler ce que j'ai fait de la vengeance. Je préfère considérer cela comme de la responsabilisation. Camille avait eu le choix à chaque étape. Elle aurait pu divulguer la relation. Aurait pu se récuser de l'acquisition. Aurait pu choisir sa famille plutôt que son amant. Elle a fait des choix différents et les choix ont des conséquences. Je me suis simplement assuré que ces conséquences arrivent à l'heure.